Cette semaine, à Vidéoterreur, les films de démons et de possession. Bonjour et bienvenue à Vidéoterreur. Cette semaine, on parle de films de possession et de démons. Et pour en parler avec nous, notre Bible encyclopédique de l'horreur, M. Jimmy Francaire. Salut Jimmy. Salut Pierre, ça va? Ça va bien toi? Toujours excellent. Cette semaine, on parle de possession, de démons. Donc, on est beaucoup en lien avec la religion. J'ai l'impression que ça va de soi. Tout à fait, oui, effectivement. Tu sais, justement, quand on parle de démons de possession, c'est des thèmes là, qui sont dans la religion catholique, judéo-chrétienne, mais à peu près dans toutes les religions, on retrouve aussi des éléments là, d'esprit, de démons, ainsi de suite. C'est comme un élément fondamental, là, le bien, le mal. Ouais, Satan, Belzébuth, peu importe comment on va l'appeler. Là. Qu'est-ce qui définit ce genre de film-là? Ben, en fait, comme tu le dis, là, je pense que c'est un genre qui se définit d'une certaine façon avec la religion. Là. C'est toujours des thèmes qui sont religieux. Bon, typiquement en Occident, ou en tout cas en Europe puis en Amérique du Nord, on est beaucoup dans des films justement qui sont en lien avec la religion, souvent catholique. Donc ça, c'est un élément fondamental. Mais tu sais, je dirais ce qui distingue le genre peut-être d'un autre, comme les fantômes. Comme on parlait dans une autre émission, les fantômes ont peut-être des motivations peut-être un peu plus diverses. La vengeance, régler une situation inachevée. Au niveau des démons, je dirais la peur fondamentale est beaucoup quelque chose de plus intime. T'sais, en fait, la possession implique une entité qui est dans notre corps. Ouais. Donc, en ce sens-là, on est vraiment dans une peur peut-être plus d'intrusion, de perte de contact avec soi-même ou ce qui nous définit. Fait que c'est peut-être la particularité. Puis il y a aussi, je dirais, l'élément peut-être du visuel, peut-être un peu plus les sacrilèges, les blasphèmes, en opposition, encore une fois, là, souvent aux religions officielles. Là. Si je reviens dans l'histoire, là, pas l'histoire des films, là, mais dans l'histoire aussi, ce qui peut peut-être venir nous chercher, c'est que veut pas, la religion a beaucoup utilisé le terme de la possession pour justifier probablement ce qui était à l'époque des maladies mentales. Est-ce que je peux me tromper? Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Là, je dirais la maladie mentale, souvent maintenant, c'est comme ça qu'on explique les crises d'épilepsie ou des désordres neurologiques, mais à l'époque, c'était expliqué entre autres justement par des esprits ou la possession. Là. Fait que, je dirais effectivement la possession puis les démons nous amènent aussi à faire une incursion dans l'histoire de la maladie mentale. Là. OK. Comment ça a commencé au cinéma, les premiers films en lien avec ça? Parce que j'imagine que le mal, justement, le Satan a dû apparaître quand même assez tôt. Oui, bien, je dirais un des meilleurs exemples de films, on est Axan, un film qui a été tourné en 1922 en Suède. Ce film-là est vraiment intéressant. Si on n'a pas vu Axan, là, je dirais, parce que, on se replace en 1922, c'est vraiment un film qui est tourné presque comme une critique de la religion catholique. Okay. En ce sens-là, on n'est pas vraiment dans un film de propagande, là, je dirais, pour la religion catholique. Au contraire, on fait beaucoup justement référence aussi à la santé mentale, où on va voir justement là, le traitement que les gens avec des problèmes de santé mentale étaient traités comme justement comme des suppôts de Satan, les bûchers, tout ça. On parle de l'Inquisition là-dedans. Les sorcières de Salem. Tout à fait. Mais c'est vraiment, vraiment bien amené. Puis comme je dis, ce qui est surprenant pour un film de 1922, c'est la critique aussi, je dirais, sociale à travers ce film-là. Puis même, on va aborder des thèmes, par exemple, comme les sages-femmes ou appelons ça, les médecins un peu avec des médecines alternatives de l'époque qui étaient vus comme étant justement là, en ligue avec Lucifer, puis le traitement que la religion catholique leur donnait. C'est vraiment un film intéressant. Là. Puis, je dirais, Criterion a sorti une version il y a à peu près un an, là, vraiment remasterisée. Pour le plan, je dirais, sur le plan social, puis le plan historique, là, c'est vraiment un film là, à voir. Là. Le film phare de ce genre-là, je crois pas me tromper en disant que c'est L'Exorcisme. Tout à fait. Puis, parce que ça a été tellement marquant. Encore aujourd'hui, c'est un film qui est agréable à écouter. Là. Oui, qui a bien réussi. Mais peut-être avant, je voudrais justement, par exemple, si on fait un petit, je dirais, incursion dans l'histoire, on a tendance des fois à oublier parce qu'on a souvent tendance à penser qu'Exorciste, c'est le premier film, mettons, moderne là, sur le démon, la possession. Mais il y a Rosemary Baby en 68. Oui. Puis je voulais te citer un extrait aussi de quelque chose d'intéressant là, qui est le Hollywood Production Code. Parce qu'en fait, souvent, quand on regarde Axan tournant en 1922, puis après ça, on a presque une pause là, qui va nous amener jusqu'aux années 60. Le Hollywood Production Code, en fait, je vais te lire vraiment l'extrait tel quel. Okay?
qui dit « Aucun film ne sera produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs. La sympathie du spectateur ne doit jamais être jetée du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché. Seuls des standards corrects de vie soumis aux exigences du drame et du divertissement seront présentés. » C'est une manière polie de dire, d'appeler ça de la censure. Tout à fait. Puis, bon, j'ai choisi d'en parler de cet élément-là de loi, là, je dirais, dans les films de démons et de possession. Mais on se rend compte, en fait, que ça a beaucoup aussi freiné tout ce qui est les films de genre, le film d'horreur, entre autres, là, pendant, disons, des années. Là. Oui, puis on a vu ça pas juste dans les films. Il y avait le Comic Code Authority au niveau de la bande dessinée. Il y a eu ça partout. Là. Le McCarthyisme était... la chasse aux sorcières s'est faite à plein de niveaux. Là. Tout à fait. Si on fait à un moment donné une émission peut-être sur la BD d'horreur, on va se rendre compte que le Comic Code Authority, justement, a été aussi un frein. Il y a eu des façons de le contourner, entre autres, là, en passant de la BD au magazine, là, où les standards étaient peut-être plus laxistes. Là. Mais Hollywood Production Code, justement, jusqu'en 1954, a fait que ça a été très difficile d'avoir des films, surtout où on traitait de sujets, je dirais, qui étaient un peu vus comme moralement discutables. Là. Puis est-ce qu'il y a eu quand même des films durant cette période-là qui sont sortis, peut-être en Europe ou ailleurs? Ben oui, un peu, mais quand on fait l'historique des films, on se rend compte que souvent la période sombre, à part les films Universal, là, les films d'horreur ont eu une période, je dirais, sombre, justement. C'est souvent des années 30 jusqu'aux années 50. Les années 50 vont nous donner quand même plusieurs films de science-fiction intéressants. Mais encore une fois, l'horreur va avoir de la misère à s'implanter justement en raison de trucs comme ça. Puis si on parle de censure, entre autres, ce qu'on sait aussi, là, bon, le Motion Picture Association of America, qui était l'organisme qui donnait en fait les ratings, là, un film était pour tous, 16 ans et plus, 18 ans et plus. Les films d'horreur ont toujours eu de la difficulté avec cet organisme-là parce que leur standard était assez, je dirais, variable. Oui, mais tu sais, par exemple, on va prendre un exemple classique. Si vous prenez, mettons, je ne sais pas si tu te rappelles d'Indiana Jones 2, 1984, si ma mémoire est bonne, où on était quand même à avoir quelqu'un qui se faisait extirper son cœur par un sorcier. On avait une espèce de festin avec des animaux, là, des serpents, tout ça, qui était classé quand même pour tous. Hein. Donc, alors qu'à la même époque, par exemple, Vendredi 13-4 a eu beaucoup de misère avec la censure. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement toujours, je dirais non plus, une équivalence sur ce qui était réellement montré, mais si vous étiez un film d'horreur puis vous deviez avoir un rating... Tu avais l'étiquette horreur. Tout à fait, vous partiez déjà que deux prises. Là. Mais bon, ce qui nous amène à dire pourquoi il y a eu quand même au niveau des films qui traitent du démon puis la possession une bonne pause. Ce qui nous amène en 68, comme je disais tantôt, avec Roman Polanski. Oui, Rosemary Baby, qui est basé un peu sur sa vie, là. Oui, bon, c'est un film, encore une fois, intéressant. Puis il amène aussi, appelons ça, le démon ou le mal dans je dirais, une culture moderne. On n'est pas dans le gothique, on est vraiment on est à New York, on est dans l'époque moderne. Et aussi, peut-être si les gens ne le savent pas, mais en 1966, à San Francisco, il y a aussi un mouvement qui émerge, l'Église de Satan. Puis, ou en 69, Anton Swentzor Lavey, entre autres, va écrire un livre qui s'appelle La Bible de Satan. Et pourquoi je parle de ça, en fait? Parce que ça a implanté aussi un peu l'idée aux États-Unis que non, les satanistes n'étaient pas juste comme une légende, mais une réalité, je dirais, qui existait. Puis d'implanter aussi une espèce de méfiance que on pouvait avoir un voisin sataniste, adorateur du diable. Donc, il y a un peu de ça dans l'histoire, justement, de Polanski. C'est dans les mêmes années, en fait. Là. Hey, let's make love.
Paramount Pictures presents Mia Farrow in a William Castle production, Rosemary's Baby, co-starring John Cassavetes, Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Morris Evans, and Ralph Bellamy, written for the screen and directed by Roman Polanski, from the best-selling novel by Ira Levin, suggested for mature audiences. Ouais, ce qui est intéressant, une anecdote là, qui n'a rien à voir avec les films d'horreur, mais tu sais que l'endroit où a été tourné Rosemary Baby, le Dakota, c'est aussi là où s'est fait assassiner John Lennon. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Ah, et voilà. Une anecdote de plus. Puis, bon, on va arriver, comme tu disais, là, effectivement, là, à Exorcist, William Friedkin en 1973. Qui est basé sur un roman. Oui. William Peter Blatty, qui était un best-seller, mais qui a été aussi adapté. Puis, Exorcist, bon, et c'est un film qui va être marquant pour, je dirais, plein de raisons. Mais c'est aussi principalement pour un des premiers films vraiment de studio d'horreur, là, vraiment avec un gros budget. Parce qu'auparavant, on est toujours un peu plus dans le, je dirais pas le cinéma indépendant, mais l'horreur est pas nécessairement une priorité très très forte au niveau des studios. Le budget n'est pas au rendez-vous. Et là, on est vraiment dans quand même une méga production qui va avoir au niveau des recettes aussi, là, ça va être un grand film, mais ça va être un film qui va aussi rapporter énormément. Et c'est à ce moment-là aussi que les studios ont commencé à faire une adéquation en se disant, OK, c'est possible d'avoir des méga productions d'horreur et d'avoir aussi un retour d'argent. Parce que il ne faut quand même pas se leurrer. Là. Je veux dire, Hollywood ne fait pas juste de l'art, ils font aussi... L'objectif, c'est faire des sous. C'est faire des sous. Là. Fait que, en ce sens-là. Puis Exorcist aussi, on parlait à un moment donné de légendes associées à ça. Il y a plusieurs légendes là, que tu as sûrement entendues, du genre, il y a des gens qui ont tellement eu peur qu'ils sont devenus fous. Il y a des gens qui sont morts d'une crise cardiaque. Ou d'autres trucs du genre aussi là, qui existait une version là, de plusieurs heures d'Exorcist. Mais souvent, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est quand on fait un film, on a beaucoup de scènes d'extra qu'on retourne. Fait que oui, le cumul de tous les films est de plusieurs heures de tape, mais le film ne dure pas plusieurs heures. Là. Et aussi, ce qui a été marquant, je pense, c'est de voir une jeune actrice complètement transformée parce que, de toucher à la religion, aux démons, à la possession, c'était un peu touché à cette époque-là. En plus de faire jouer un enfant, mais pas de la faire jouer elle n'est pas l'enfant de la famille qu'on voit 3 takes, là. Elle fait partie du film et elle a des transformations hallucinantes. On va se rappeler, tout le monde se rappelle quand elle marche à l'envers, là. Mon Dieu Seigneur, ça nous a fait freaker. Là. Ah oui, et puis bon, les scènes de vomi de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais effectivement, là, c'est le fait aussi que justement, c'est la transformation d'une enfant qu'on voit au début, pure et innocente, à un démon attaché sur le lit. Ça a été très marquant. D'ailleurs, je pense que c'est un des éléments aussi qui est... Je dirais, il y a 2 éléments, je pense, d'Exorcist qui sont importants. Bon, il y a l'élément, je dirais, qui confronte beaucoup les gens qui sont de religion catholique au niveau de la symbolique, qui était très forte. Puis il y a aussi, je dirais, une peur qu'on peut voir aussi, c'est la peur on pourrait dire de la préadolescence. Là. L'enfant qui devient quelque chose qu'on a peine à reconnaître. Ça, c'était aussi, je dirais, très, très présent dans Exorcist. Puis il faut aussi le situer. On est quand même, là, encore une fois, là, en 1973, on est à la fin de la guerre du Vietnam. La jeunesse américaine commence à adopter des valeurs aussi qui sont, je dirais, différentes un peu de ce qui était auparavant. Fait qu'il y a un peu cette, je dirais, en arrière-fond, aussi en arrière-plan, là, cette crainte-là aussi, je dirais, que l'Exorciste, je pense, met aussi en image. Là. Oui, puis avec le langage cru de l'enfant qui va dire des choses qu'on fait comme, mon Dieu, on ne ferait même pas dire ça à un adulte, tu sais. Et non, ça a vraiment, vraiment été marquant. Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Nobody expected it. All right, let's see what the... Nobody believed it. And nothing could stop it. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that thing upstairs isn't my daughter.
Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that! The one hope. The only hope. The Exorcist. Il y a eu des suites aussi à Exorcist. Oui, tout à fait. Il y a eu le 2 qui a été, avec Linda Blair aussi, là, qui a été moins bien reçu, qui est effectivement peut-être moins bien reçu pour des bonnes raisons, qui n'était pas nécessairement si intéressant à mon avis. Le 3e, par exemple, qui était vraiment intéressant, qui est justement, on parlait de l'auteur d'Exorcist, qui est William Peter Blatty, mais qui est le 3e, c'est le réalisateur et l'écrivain. Ah, d'accord. Parce que si on regarde au niveau des romans, William Peter Blatty a écrit Exorcist et il a écrit une suite qui s'appelait Légion. Et en fait, par série d'événements, il en est venu à diriger Exorcist 3. Puis je dirais au niveau de l'écoute, là, c'est un film, moi, personnellement, que je préfère réécouter que le premier Exorcist parce que les personnages sont vraiment hyper intéressants. Visuellement, c'est très, très beau. La seule peut-être nuance avec ce film-là, c'est qu'à l'origine, il n'était pas supposé avoir de scène d'exorcisme à la fin. Mais les studios ont dit on ne peut pas avoir un film qui s'appelle Exorcist sans exorciste. Donc, ils ont réussi, je dirais, à implanter une scène à la fin. Mais c'est un film, là, le 3e, il est à voir. On en a eu d'autres là, par la suite là, qui sont peut-être un peu plus de moins d'intérêt. Là. Puis on n'a pas parlé non plus, mais dans le premier aussi, il y avait toute la musique. Hein? Puis en tout cas, qui amenait énormément aussi au film. Puis on parle de musique, mais en fait, c'est presque du bruit. Là. On est à la limite, justement. Il y a peu d'harmonie, à part là, le Tubular Bell à la fin là, qui amène une harmonie. Mais appelons ça la bande sonore est très agressante. Là. Le temps file. Après l'Exorciste, quels films ont été marquants ou sont des incontournables du genre qu'on devrait écouter? J'ai juste quand même, je dirais, c'est pas nécessairement quelque chose à voir, mais j'aime bien des fois donner des films un peu moins connus. Devil's Reign, 1975. Robert Frost, qui est le réalisateur, qui nous avait donné aussi Dr. Phibes. La particularité de ce film-là, en fait, c'est que c'est le premier rôle de John Travolta. Okay. Et dans ce film-là, je te dirais, ferme-toi pas les yeux là, si tu l'écoutes. Là, on le voit ça en un instant. Puis c'est William Shatner de Star Trek qui est l'acteur principal. C'est complètement déjanté comme film. Là. Il y a des satanistes qui fondent lorsqu'il y a de la pluie. Écoute, faut le voir pour le croire. Là. Fait que dans la catégorie faut le voir pour le croire, là, Devil's Reign. Ensuite, en 1976, on a quand même eu Omen, The Omen, d'Amiens, qui est aussi un classique. Puis qui font aussi partie, je dirais, de la vague des méga budgets là, des studios. C'est comme un grand film. Peut-être qu'il y avait eu un peu moins, là, à mon avis. Là, peut-être plus choquant là, dans les années 70. Maintenant, peut-être une espèce de surexposition aussi aux enfants, je dirais, possédés. Là, mais dans ce cas-ci, en fait, c'est Satan lui-même. Ouais. Mais quand même, ce que je dirais, c'est dur de passer là, outre ce film-là. Puis peut-être après ça, là, j'irais dans ce qu'on n'a pas tendance nécessairement toujours à associer dans les films de possession, mais Evil Dead. Oui, clairement. Qui est un film, pour plusieurs raisons, qui est important parce qu'au niveau de la réalisation, Sam Raimi, là, en 82, là, a donné un style vraiment particulier à ce film-là. Puis, à mon avis, c'est un des premiers films aussi où on sortait de ce que j'appelle les 3/3. C'est-à-dire, si vous prenez un film comme Vendredi 13, et toujours à peu près, où les films d'horreur sont à peu près toujours faits sur le même mode. Le premier tiers, c'est on amène les personnages, on apprend à les connaître, ils sont plus ou moins intéressants ou plus ou moins agréables, peu importe. Le deuxième, il va y avoir des meurtres qui vont être commis, mais encore une fois, la structure, je dirais, de l'histoire demeure. Et le troisième tiers, c'est où on voit, par exemple, Jason, le monstre, et là, le show must go on, tout est parti. Avec Evil Dead, en fait, on sort vraiment de cette dynamique-là des 3/3, puis c'est probablement ça aussi qui explique l'impact que ce film-là a eu à l'origine, parce que, oui, il était excessivement sanglant, puis gore, mais à peu près, je dirais, à peu près à 15-20 minutes du film, le film enclenche, et c'est le même jusqu'à la fin. Il n'y a aucun espace pour respirer, il n'y a pas de pause. Puis c'est justement ce rythme-là qui le rend, je dirais, particulier, parce qu'on sort carrément de ce qu'on était habitué au film, comme je disais, en 3 temps ou en 3/3. Oui, puis on a découvert aussi le génie de Bruce Campbell qui
une icône dans le milieu des films d'horreur avec peu de budget. Oui, puis comme on disait tout à l'heure, ce qui est dommage, parce qu'en fait, probablement qu'il a dû se cantonner à ce genre de film-là de série B et Z, mais qui est un acteur vraiment solide. Là. Puis au niveau même des prouesses physiques, là, par exemple, dans Evil Dead 2, il fait des choses vraiment extraordinaires. Peut-être aussi, là, parce que là, on a parlé plus des films de possession, mais on a aussi des films où, je dirais, on n'est pas tant dans la possession que dans le diable. Ouais. Un film, par exemple, je pense qu'on a avantage à voir Angel Heart avec Mickey Rourke puis Robert De Niro, qui se passe à Harlem dans les années 20, où on est vraiment plus dans le diable. C'est une enquête. C'est un film qui est, je dirais, tout en finesse. Vraiment un film là, à voir. Puis, un autre film aussi qu'on aura avantage probablement à voir lorsqu'on parle du diable, là, c'est Devil's Advocate, 1997, avec, entre autres, Al Pacino là, qui joue le diable, en fait. Et c'est un film intéressant aussi, là, il y avait Kenny Reeves aussi qui était l'acteur principal. Donc, ces films-là où on va avoir pas nécessairement des démons qui vont tenter de nous posséder, mais on est plus dans le thème de la tentation, le thème du l'attrait du mal. Donc, Angel Heart puis Devil's Advocate, 2 films, là, je pense, qui sont à voir à ce niveau-là. Aussi, au niveau britannique, il y a eu beaucoup de films de démons, de cultes sataniques dans les années 70. Oui, la compagnie Hammer nous avait fait, entre autres, Devil's Ride Out. Ouais. Oui, puis même au niveau, là, je dirais, littéraire, justement, là, avec dans la partie exorciste, à partir du moment où, évidemment, quand on a un film à succès ou un roman à succès, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un best-seller, il y a eu plein de romans aussi là, qui traitaient du démon, de la possession. Ça a été aussi populaire, effectivement. Il y a des films de démons aussi qui sont sortis, mais tu sais, il y a eu la mode des années 80 où on dirait qu'après les Gremlins, tout le monde a voulu sortir des petites bébites, le Critters, etc. Puis il y a eu aussi des films de démons aussi qui apparaissaient un peu partout. On a eu ça. Oui. Un qui est excellent, à mon avis, là, Lamberto Bava, là, je pense que c'est en 85, si ma mémoire est bonne, un film Demons. Ouais. Ça se passe dans un cinéma. C'est intéressant aussi parce que justement, là, un des éléments, je dirais, de ce film-là, c'est il y a un film à l'écran, il y a ce que les gens vivent, puis à un moment donné, les deux se confondent un peu, là, une espèce de métacritique là, sur le cinéma. Demons, il y a eu plusieurs suites, là, informelles ou officielles, mais intéressant aussi. Bon, il y a eu The Church aussi, qui était Soavi, là, le réalisateur, qui a produit ça aussi, où on était vraiment dans une invasion de démons dans une chapelle gothique. Fait que oui, l'Europe aussi nous a même donné aussi une mode qu'on appelait le non-exploitation. Donc des couvents où les sœurs étaient, je dirais, possédées par le mal, puis se livraient à toutes sortes d'excès condamnables par la religion. Fait qu'il y a eu aussi une mode, effectivement. En fait, on peut dire que depuis toujours un peu le mal est à la fois là, où le diable, l'ennemi, mais aussi, d'un certain point de vue, il y a quelque chose d'attirant puis d'intriguant. Puis ça a toujours un peu fasciné. Oui, puis on en parlait au début. Tu sais aussi le lien avec la sorcellerie, qu'on veut appeler le démon. Donc, tout ce qui peut être sorcière de Salem et de tout ce qui a descendu de ça, de sorcellerie, où on peut accuser les gens d'avoir tenté le démon ou le diable. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, même au niveau de, je dirais, si on va même plus large, tu sais, la religion, c'est souvent aussi opposée à plein de formes de divertissement. Si on se rappelle dans les années 80, entre autres, avec le métal, on a beaucoup aussi mis un peu comme étant le métal était l'outil de propagande du diable. Donc, tu sais, vice-versa, les groupes de métal se sont aussi fait un plaisir de pousser dans cette lignée-là. Tout à fait. Fait qu'on voit aussi, comme je dis, bon, là, on parle de cinéma, mais on peut voir ça aussi dans la musique, dans la littérature. C'est culturel beaucoup. C'est culturel, effectivement. Même dans les jeux, là, on est peut-être plus dans les fantômes, mais comme on parle du Ouija... Oui, puis dans le divertissement, on a vu des séries en fait qui dérivent de séries de bande dessinée, des séries comme Lucifer ou donc qui viennent directement en lien en fait là, avec ou Preacher, avec l'idée du dieu du diable. Là. On peut s'entendre de façon générale qu'on a, dans le cadre disons, de l'horreur, de la musique ou autre, on a probablement plus de chances d'avoir du fun du côté du diable que du côté des anges. Là. Hey, super. Merci infiniment, Jimmy, pour, un grand plaisir, encore une fois. Pour toute ta connaissance. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéo Terreur. Bonne semaine!
L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Moi. Je travaille en français. Moi, Je travaille en français. Moi, je travaille en français. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.